Bonjour tout le monde, bienvenue au deuxième épisode du podcast Derrière le Playbook. Je suis Jonathan Noël, je vais être votre animateur pour aujourd'hui. Je suis en compagnie de Marc-Olivier Dubé des GGs de l'Université d'Ottawa, Nicolas Melsba des Lynx de Drummond-Petit et de Jean-Philippe Bégin des Géants de Saint-Jean. Bonjour messieurs. Joe. Bonjour. Hey Joe. On est ici aujourd'hui pour parler de couverture défensive. L'épisode va être divisé en deux segments. On va commencer avec un segment personnel où je vais vous envoyer la parole à tour de rôle. Vous allez pouvoir parler de vos expériences avec les couvertures défensives dans le passé. On va ensuite passer au segment table ronde où je vais vous inviter à échanger plus sur les X et les O, plus du côté tactique du football. Donc, je vais commencer avec toi, coach Bégin. Ma première question pour vous, messieurs, est c'est quoi la couverture de base dans ton système défensif? Pour une couverture de base, je pense que s'il y a une couverture qui est souvent jouée énormément au niveau du secondaire, c'est une couverture 3. Donc, on va commencer avec ça pour justement que les jeunes comprennent qu'il y a un peu un repère de qu'est-ce qu'ils faisaient et vers quoi qu'on va s'en aller. Nos règles, pour ceux qui ont déjà écouté une formation que j'avais faite avec Football Québec, nos règles sont beaucoup en fonction d'un match coverage où ce que à la base de notre couverture 3, bien, on ne va pas jouer des zones. On va éventuellement finir avec un style de match. Donc, on commence par cette couverture 3-là parce que les kids, pour eux, c'est probablement ça qui est plus visuel ou qui est plus concret pour eux parce qu'ils ont vécu ça au plus jeune. Puis après ça, ben là, on découle là, vers tout ce qui est nos principes de match coverage, cover 4, cover 2, ainsi de suite. Parce que dans le fond, la réalité, c'est de comprendre il y a combien de gars dans le deep zone ou vers quoi qu'on veut s'en aller. Puis qu'est-ce qu'on veut matcher en fonction de nos règles. Donc, c'est un peu ça, la base. Là, on commence avec une bonne vieille couverture 3. Après ça, on se fait du fun. Merci, coach JP. Coach Nicolas, je te lance la balle avec la même question. Yes, un peu comme JP, là, je pense que j'ai un peu la même mentalité que JP de ce côté-là. Moi aussi, les fondements de ce qu'on fait, c'est du cover 3. J'essaie de plus en plus d'intégrer beaucoup de cover 1 aussi, puis d'amener des variantes au cover 1. Comme je dis tout le temps, le cover 1 en bout de ligne, c'est quand même la meilleure couverture quand tu y penses. Là. C'est la seule couverture qui en théorie, n'a pas vraiment de trou. Là. Après, ça te prend les athlètes pour la jouer. Mais ce que j'essaie beaucoup de faire depuis un certain temps, là, puis il y a des idées là-dedans qui ont été prises justement de coach Bégin d'une clinique qu'il avait donnée. Puis lui, il parlait de variantes à sa couverture 3 pour donner justement des looks de match puis des choses comme ça. Ben, j'essaie de faire la même chose aussi en couverture 1. Fait qu'à la place d'un bon vieux all player, si tu le fais travailler du côté, mettons, 2 receveurs, tu amènes un wall player de ce côté-là, puis tu donnes des règles à tes gars. Il y a moyen de créer là, du match, mais tout en gardant du cover 1. Là. Ça fait que, comme pour répondre à la question, le fondement de ce qu'on fait, c'est pas mal de cover 3 avec des variantes, mais là, j'essaie vraiment d'amener du cover 1 là-dedans beaucoup aussi, puis de créer des choses à partir d'un cover 1 basic. Puis, veux pas les règles de cover 1, là, ça reste très simple. Là, c'est du cours après ton gars. Là. Puis si tu tweaks quelques petites choses là-dedans, je pense qu'il y a des choses qui peuvent devenir assez intéressantes. Là. Merci, coach. Coach Dubé, je te lance la parole pour finir la première question du premier segment. Yes, quand j'étais d'ici au niveau collégial puis high school aussi, j'étais un big believer dans le match. Surtout, j'ai été coaché par des coachs qui m'ont beaucoup influencé sur le two shell, qui est le two high, là, que la majeure partie du monde appelle. Fait pour moi, ça a été tout le temps d'essayer de splitter le field en deux puis d'y aller avec du match avec des variantes un peu plus. Puis je sais que ça va amener la prochaine question, mais à un moment donné, quand tu roules ça, tu te rends compte que tu es un petit peu limité si tu n'apportes pas de variantes. Je pense que les deux gars, vous avez donné un point au début qu'il faut que tu aies des variantes, peu importe dans qu'est-ce que tu roules. T'sais. Fait que, mais pour répondre à ta question, au coverage de base, c'est vraiment du match et d'essayer d'y aller pas mal tout le temps avec cette base-là pour pas, comme messieurs, vous avez dit sûrement un million de fois, don't cover grass. On veut pas, on veut tout le temps être sur nos receveurs, on veut pas couvrir du gazon pour rien. Fait que c'est pour ça qu'avec le match, je trouvais que c'était la meilleure manière de garder les joueurs impliqués. Au lieu de dire va dropper dans cette zone-là, ben tu drops sur ce gars-là ou sur cette hanche-là. Fait que pour moi, je trouvais que c'était surtout au niveau secondaire, quand je suis arrivé collégial après aussi, c'est une manière de rendre les joueurs plus accountable, selon moi, dans tout ça. Merci Marco. Je vais te laisser la parole pour la deuxième question qui est justement, comme tu en as parlé un petit peu plus tôt, l'évolution des couvertures dans ton système au fil des années. Yes, ben c'est sûr que là, j'ai la chance de travailler pour
pour un gars qui s'appelle Coach JV, là, Jean-Vincent Posier au def. Fait que c'est sûr que quand ça fait 2-3 ans, tu roules tout le temps le même système, puis tu es dans tes idées, puis là, tu te ramasses à travailler pour quelqu'un d'autre, puis là, ça t'ouvre les yeux pas mal sur d'autres choses. Fait que, tu sais, si demain matin, je tombe d'ici à X, Y, Z, ben c'est sûr que j'irais peut-être un petit peu plus avec splitter mon terrain encore une fois, mais peut-être plus de match d'un bord, avec incorporer beaucoup de man, plus de pression aussi, que c'est quelque chose que j'avais de la misère à faire les années par avant. C'est d'amener de la pression avec ton match, parce que tu veux tout le temps avoir, mettons, 8 gars en cover ou 7 gars, mais là, tu tombes plus faible. Fait que, tu sais, c'est vraiment pas hésiter à sortir les boundaries. Puis, comme coach Melbach l'a si bien dit tantôt, faire confiance à tes athlètes qu'ils vont être capables de gagner leur one-on-one, tu sais. Fait que, essayer d'amener plus de man, plus de pression dans l'évolution du match là, qui se fait. Puis, éventuellement, ben, avec, je sais que moi et coach JP, on a déjà parlé, qu'est-ce qui est bien en mode en ce moment en défense, c'est le Ripley's Call, là, surtout de Nick Saban. Fait que, d'apporter ça d'un bord ou de l'autre, que pre-snap, on donne le moins d'informations possible. Fait que c'est pas ça l'évolution des couvertures à force d'entendre plein de monde parler dans les 2 dernières années puis qu'on n'a pas vraiment fait de foot, mais aussi d'avoir la chance d'apprendre de quelqu'un d'autre, puis hands-on de comment ils font les choses. C'est pas comme ça a évolué dans les dernières années. Coach Nick, tu nous en as parlé un petit peu au début. Tu disais que tu as commencé en couverture 3, tu as commencé à transitionner tranquillement vers une couverture 1 avec des variantes. Est-ce que tu voudrais rentrer un peu plus en détail de comment ça se passe la transition à ton niveau, au niveau des joueurs, de qu'est-ce que tu fais un petit peu plus? Ouais, ben en fait, même si on veut parler, remonter, là, ça commence à faire quelques années que je coach. Là, c'est ma 20e année dans le coaching. Ça fait que je suis vraiment passé par plusieurs phases. À la base, quand j'ai commencé avec Antoine Labelle dans le temps là, à coacher, j'étais d'ici là-bas, puis tout ce qu'on faisait, c'était cover 1, cover 3. Tranquillement, pas vite, là, j'ai justement commencé à rentrer des concepts de match, puis tout ça. Je me suis dirigé, moi aussi, j'ai eu de l'intérêt à un moment donné pour tout ce qui est 2-high, puis tout ça. Là, après 2-high, tu t'aperçois qu'il y a différentes choses qui font en sorte que des fois, ça te nuit aussi. Maintenant, j'utilise le 2-high un petit peu plus pour contrer les RPOs, puis jouer avec les RPOs, puis montrer des lightbox à partir de ça, puis créer des rotations, puis tout ça. Mais c'est ça. Ça fait que dans le fond, là, ce que tu t'aperçois avec le temps, c'est que des fois, tu es mieux peut-être d'être en look de 1-high, d'avoir un gars devant chaque receveur, d'avoir un gars dans le box devant chaque gap. Encore là, dépendamment des situations, là, tu peux vouloir créer des lightbox puis tout ça. Puis après ça, c'est vraiment de. Tu sais, quand j'étais en 2-high, ce que je me suis posé comme question à un moment donné, tu regardes beaucoup ce qui se fait aux États-Unis, ils sont beaucoup en 2-high. Puis là, t'es là, je vais jouer les choses de Saban, mettons, puis tu t'aperçois que, pour moi, un des plus gros problèmes là-dedans, c'est tout le temps le waggle du receveur. Ils sont alignés en 2-high au football américain, ils donnent des bubbles, mais les gars, ils les alignent à 9 diverges, les safety. Sont prêts à jouer la course, sont prêts à descendre dans des bubbles, tandis que nous, avec le waggle et tout ça, tu n'as pas le choix de donner un peu de momentum vers l'arrière à tes DBs. Fait que là, c'est pour ça que je suis revenu dans les dernières années un petit peu plus à du plus conventionnel RI, puis vraiment là, jouer du cover 3, du cover 1, puis du match à partir des looks de 1 puis d'envoyer ton safety d'un côté puis de l'autre. Là. Merci, coach. Coach Bégin, je te laisse finir le premier segment. Ouais, c'est certain que quand on parle de variantes ou de comment on va faire évoluer les choses, des fois, on va tomber dans est-ce que je fais ça parce que ça marche ou je fais ça parce que c'est cool? T'sais? À un moment donné, je veux dire, défensivement, oui, on réagit à ce qui se passe en avant de nous, mais si nos règles sont centres dans une variante, exemple de couverture 3, là, pour prendre cet exemple-là, bien, si ça marche et que je le pratique que je le roule, bien, ça me donne quoi de rentrer 10 variantes différentes? Bien, justement, c'est ça, de faire quelque chose puis de passer du temps sur quelque chose pour que ça marche, que ce soit efficace contre le plus de concepts de passe possible. Puis, je pense que, tu sais, où est-ce qu'on va faire évoluer le système, c'est, comme que je disais tantôt un peu plus, là, je pense que la couverture 3, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus simple pour les kids parce qu'ils ont déjà un acquis à ce niveau-là. Puis, en rentrant certaines règles de match dans la couverture 3, ou comme Nick parle au niveau de cover 1 bracket là, avec un wall player du côté, exemple, de 2 receveurs,
bien là, on vient de toucher certaines terminologies de notre match. Puis là, ça devient plus facile de dire, bien, rappelez-vous, dans cette couverture 3-là, on parlait, par exemple, d'un man on deep. Bon, bien, on ne joue pas juste une verticale, mais non, on va être man on deep sur un tracé ou sur tel joueur. Mais là, maintenant, on arrive avec notre match. C'est la même terminologie. Fait que tu sois en couverture 3, que tu sois en match, que tu sois en couverture 4, en couverture 2, c'est toujours travailler sur cette terminologie-là. Mais encore une fois, le plus important, c'est tu le fais parce que ça marche ou tu le fais parce que c'est cool. Fait que c'est un peu ça, de la manière qu'on va enseigner nos choses. Puis c'est beaucoup de donner des repères aux gars puis de s'assurer qu'on ne s'éparpille pas dans notre terminologie. Là. Je pense que tu as mis le doigt sur le bobo. Là. Souvent, on essaie tout le temps de nouveaux stocks, nouvelles terminologies, mais si tu pars du connu à de l'inconnu, puis comme tu dis, tu utilises tout le temps la même terminologie, je pense que c'est ça qui est golden. Là. Comme ça, les joueurs, c'est quelque chose de nouveau, mais dans le fond, c'est la même chose, c'est juste que différents joueurs ont différentes responsabilités, puis on garde la même terminologie si ça revient là-dedans, mais c'est un bon point. Quoi. Merci, messieurs. Ça fait le tour pour le premier segment, qui est un segment plus personnel. On va maintenant aller en segment table ronde, où, comme je vous mentionnais précédemment, je vais vous laisser échanger. Par la suite, je vais intervenir pour soit pousser la discussion pousser la discussion plus loin selon ce que vous dites, ou sinon pour passer au prochain sujet du segment table ronde. Donc, qu'est-ce qui est important dans ce segment-là, c'est que n'hésitez pas à parler de, même si ce n'est pas quelque chose que vous faites en particulier, c'est quelque chose que vous avez vu à un niveau supérieur, à un niveau inférieur, que vous avez trouvé intéressant de partager avec nous, comme partager tout ce que vous voulez partager avec nous aujourd'hui, puis les auditeurs vont en être reconnaissants. Donc, Coach Melsba, je vais commencer avec toi, justement, nos couvertures en one high, que ce soit du zone ou du match, ou on va parler un petit peu du man-to-man plus tard, là. Mais si on se limite des couvertures en one-eye, en zone ou en match, là, si tu veux nous parler un petit peu de tes expériences avec ça, puis de qu'est-ce que tu as eu du succès, puis qu'est-ce que tu as peut-être eu moins de succès, puis tu es obligé de tweaker un petit peu. Honnêtement, c'est le one-eye, c'est la base de ce que je fais. Là, comme à 85-90% du temps, je suis aligné en one-eye. Encore comme je disais un petit peu tantôt, là, ça permet d'avoir un DB, un joueur défensif devant chacun des receveurs. Ça te permet aussi, comme ton safety, tu l'utilises comme tu veux, là, rendu là. Ça fait qu'il peut jouer weak, il peut jouer dans le milieu de terrain, il peut jouer strong, sans créer plein de mouvements. Tu peux créer plein de contours défensifs. Tu peux créer un look de drive facilement avec ton safety, là, puis autant avec ton nickel qui va monter en haut, ton safety qui va pousser strong, ton boundary half qui va monter en haut. Il y a moyen de jouer encore plus, selon moi, avec le look d'un high, là, avec juste ton safety qui se déplace d'un côté puis de l'autre. Puis il y a moyen de trapper du monde comme ça aussi. Puis autant en match que zone, je vais utiliser le look d'un high là, à un très, très haut pourcentage. Là. Coach JP, tu le mentionnais. Coach JP, c'est ça, tu nous mentionnais, tu nous parlais que tu es un grand fan de Cover 3 Match. Tu veux-tu nous en parler un petit peu de comment vous faites les choses? Oui, absolument. En fait, la couverture 3 qu'on va rouler, comme que j'ai dit tantôt, chaque règle ou chaque technique a un numéro qui est attitré à cette technique-là. De la manière qu'on va appeler nos receveurs, c'est toujours de strong to weak là, ou de field to boundary, c'est de 1 à 6. Pourquoi pas 1 à 3 de chaque côté? C'est parce que ça rend la chose beaucoup plus simple pour les middle droppers ou les safety ou les linebackers de dire, est-ce que je suis au 2 weak, 2 strong ou whatever? Non, c'est de 1 à 6. Après ça, tu fais des maths. Donc, en termes de couverture 3, là, si je peux le verbaliser là, du mieux que je peux, là, sans planche à dessin, c'est que nos deep defenders vont être des men on deep. Okay? Donc, ça veut dire qu'ils vont toujours essayer d'éliminer des tracés. Je sais qu'il y a certaines couvertures 3 qu'on va parler quand même plus vert ou whatever, mais en termes de match, je pense que c'est de comprendre les kids que tu veux finir avec un receveur ou que quand tu élimines comme il faut, que tu travailles avec tes yeux, ultimement, tu vas finir avec quelqu'un. Fait qu'on a trois men on deep dans notre couverture 3. Puis ensuite de ça, en bas, comment qu'on va séparer les zones intermédiaires ou courtes. C'est que les kids comprennent, peu importe, puis je sais que tantôt on va en parler là, de la pression puis de qui est responsable, mais que tu as toujours un principe de zone en fonction du receveur qui reste dans le concept de passe.
Fait qu'exemple, notre flat defender en couverture 3, ben, pour nous, c'est un seam, donc un seam 2. Ça veut dire qu'il va devoir jouer le seam du numéro 2 avant d'éventuellement pousser à peut-être un numéro 1. Donc, c'est ça qu'on lui demande de protéger en premier. Et si son numéro 2 disparaît à l'intérieur, comme on pourrait dire, ben, c'est de trouver son nouveau numéro 2 ou en fonction de ce que tu te fais dire autour de toi, c'est est-ce que j'expande jusqu'à un numéro 1. Fait que là, on arrive dans, oui, on joue du match en couverture 3, mais il y a la communication aussi pendant le jeu qui est importante. Ça veut dire qu'exemple, je continue vers l'intérieur, donc là, j'ai un seam defender. Ensuite de ça, j'ai un hook to curl ou un curl defender. Mais si mon curl defender, qui est un curl 3, si on garde la logique de notre seam 2, curl 3, bien, si mon 3 s'en va à l'extérieur, bien, s'il devient le nouveau numéro 2. Fait qu'à ce moment-là, exemple qui serait un écho, qui serait curl 3 là-dessus, bon, il va dire au halfback push, push, push. Donc, ça veut dire que tu veux pousser ton coverage parce que moi, je m'en viens éventuellement avec ton prochain numéro 2. Fait que ce que les gars s'échangent les tracés à l'intérieur de la couverture 3 avec un vocabulaire qui, pour eux, c'est super simple, qui se dit bien sur le terrain, puis qui comprennent, bon, ben, c'est qui mon prochain numéro 2, c'est qui mon prochain numéro 3. Ça fait en sorte que le désavantage de ces règles-là, ben, c'est certain qu'on perd un peu un moment nos yeux sur le corps ailleurs. Donc, tout ce qui serait tailback screen, quarterback draw, ben, les règles comme ça, bon, on devient un peu plus vulnérable parce que justement, nos yeux sont vers nos receveurs. Puis on leur dit toujours, trouve-toi de la job. Si tu es dans ta zone, ne fais pas juste ramener tes yeux au corps ailleurs. On veut trouver éventuellement de la job. Donc, on devient vulnérable à ça. Puis là, ben, je pense que ce qui est important, c'est de rentrer vers nos règles, plus nos gars qui sont nos hook droppers, qu'eux vont peut-être avoir les yeux un peu plus sur le carrière maintenant. Je sais qu'il y a des systèmes là, que des fois, on va juste être nos yeux en fonction du tailback, fait qu'on va être over le tailback. Il y a beaucoup de systèmes canadiens là, dans CFL, que c'est un OTB, là, donc over le running back. Donc, il va toujours être, les yeux sont dans le backfield, mais il va juste garder un leverage. Donc, c'est des choses comme ça qui, je pense, qui est cool à travailler de la couverture 3 matchs. Là. Donc, pour faire un petit recap, là, peut-être. Là, donc, man on deep, seam player, curl player, hook player. Puis tout ça, on rajoute des numéros en fonction des receveurs qui sont en avant de nous, là, selon la formation. Yeah. Merci, coach. Coach Marco, si tu veux nous parler un petit peu des expériences que tu as faites avec le One Eye avant qu'on passe un petit peu au Two Eye. Oui, ben dans le fond, c'est tough de rajouter quelque chose après JP qui vient de pas mal tout summer up, que c'est vraiment bien. Moi, je dirais plus en tant que coach de DB, de la manière que tu peux l'enseigner, c'est que surtout un plus bas niveau, mettons, c'est que les gars, il faut qu'ils comprennent qu'ils n'ont pas besoin de tout couvrir. Que même en men à un certain extent que certaines choses que je dis, on pourra en parler plus tard, mais tu n'as pas besoin de tout couvrir. Fait que comme que JP dit, si tu as une responsabilité, ben j'utilise d'autres termes, c'est low inside, ou ce que c'est quoi, avant le snap, c'est quoi les 2 routes ou les 3 routes qui peuvent être dangereux pour toi? C'est quoi tes threats? Une fois que tu as clear tes threats, ben c'est là que tu vas trouver de la job, tu peux rouler tes dans le backfield et tout. Fait que je pense que c'est vraiment la clé de en one high, mais aussi dans toutes les couvertures, c'est quelle route tu veux pas voir, quelle route qui est dangereux pour toi, puis faire comprendre aux kids qu'ils n'ont pas besoin de tout couvrir. Do your job, puis la job va se faire après. S'ils complètent la balle en dessous, ben on va rally, puis ça sera un third down, puis ils vont punter. Là. Fait que c'est ça qui, je pense, qui est important de comprendre, mais les deux gars, surtout JP, le pas summer up là, de la manière que je roule aussi du one high match. Là. C'est surtout aussi que les kids doivent comprendre qu'il y en a des bubbles dans les coverages. Si on joue de la couverture 3, ben, c'est normal qu'on va donner une quick out. N'essaye pas d'aller défendre le quick out comme un débile au début parce que c'est pas ça qu'on veut défendre en premier lieu. T'sais. Si les kids sont capables de comprendre ça, que ben, je suis capable de comprendre qu'en couverture 3, ben, nos flats, ben oui, sont vulnérables, puis c'est là c'est ce qu'on va donner. Ben, regarde, it is what it is. Si on parle de couverture 4, puis qu'on commence à se faire découper en plein milieu du terrain parce qu'on est tout le temps en train de dropper vertical, ben, il faut que les kids comprennent aussi que leur job dépend des bubbles qu'on laisse dans notre coverage. Je pense que quand on va enseigner, exemple, un principe de couverture, c'est ben, c'est bon pourquoi, puis c'est moins bon contre quoi. Puis un coup que ça, sont capables de le comprendre, ben, ils font encore mieux leur job, je pense. Puis
Moi, je l'ai dit tout le temps dans le meeting, là, on n'est pas 12 sur le terrain, on est 13. Ça se peut que moi, à un moment donné, je fasse un mauvais call. Là, je veux dire, si je suis en cover one, puis qu'on se fait compléter les corners toute la journée, puis que c'est smash, puis dot toute la journée, puis je continue à m'entêter à caller cover one, bien, it's on me. Je suis le 13e joueur éventuellement. Il faut que les gars, qu'on travaille tout le monde ensemble, puis justement, quand on arrive pour enseigner quelque chose, c'est important de donner les forces et les faiblesses des covers, je pense. Autant pour le one eye, two eye. Puis moi, quand on parle aussi de cover tree comme ça, ce qui est important aussi, c'est, Coach JP a parlé d'échange de clés puis tout ça. Ben c'est de créer, en parlant de créer des réactions par rapport au tracé du receveur à ce moment-là, là, pour t'assurer justement qu'il y ait le moins de bulles possible et que les échanges se fassent bien. Fait que si tu as tel type de tracé, il faut que tu aies telle réaction. En fonction, mettons un over-under, ben, si ton gars part sur un drag, un radical in, ben, il faut que tu trouves ton vœu là, qui s'en vient. Il faut que tu parles de ça aussi, là, des réactions par rapport au tracé. Puis je pense que c'est ça qui fait en sorte un petit peu que ça va éliminer des bulles qu'il peut y avoir là, en couverture de zone. Joe, avant que tu follow, j'ai une question pour vous, messieurs. Ça peut peut-être aider le monde à la maison aussi, mais j'ai été dans des staffs ou en tant que joueur, on avait zéro route recognition dans la pratique, puisque les coachs disaient on prend assez de drill en 12-12 parce qu'il y a puis ainsi de suite, que les gars ils finissent. Puis il y a d'autres que, moi aussi je roulais de même, que des fois on avait une période d'un 10-12 minutes par semaine où OK, là on a des cartes, puis on run DB sur DB ou avec les backers pour faire du route recognition. Comment vous roulez ça, vous autres? Est-ce que vous le laissez aller puis les gars ils le prennent ou vous faites des périodes d'ND avec ça? Ben, moi j'en fais en période de groupe, là, il y a des 5 minutes là. Qu'on se garde là-dedans. Là, vraiment, on travaille sur un concept 5 minutes. Puis après ça, on essaie de le faire 2-3 fois par semaine. À même les périodes de groupe, là, souvent on travaille dans les linebacker DBs ensemble. Puis pour que ça roule bien, on le fait côté 3 receveurs, côté 2 receveurs. Puis là, après ça, tu peux jouer, là, tu peux travailler côté 3 receveurs field side, côté 3 receveurs boundary, puis on essaie de mixer ça. Là. Puis souvent, les concepts qu'on choisit, comme je te dis, c'est un 5 minutes qu'on fait 2-3 fois par semaine. Ben, on met l'emphase sur les 2-3 principaux concepts de passe de l'adversaire. Là. Puis on veut être capable, puis je dis 5 minutes, je pourrais essayer d'en faire 2 concepts en 5 minutes, mais honnêtement, je veux les corriger. À ce moment-là, c'est une période que je veux les corriger, que je veux m'assurer que les réactions soient bonnes. Ça fait qu'on prend le temps quand même là, de ralentir un petit peu le rythme. Puis après, là, en service, là, c'est de quoi qu'on essaie de faire un petit peu aussi, mais c'est sûr que service, là, ça finit tout le temps par donner ce que ça donne. Des fois, j'aime quasiment mieux le faire comme ça, là, avec mes gars que je leur demande exactement quoi faire comme je le veux. Que c'est les gars de l'attaque qui se placent rapidement là, en regardant une carte. Là. Ça fait que je suis capable d'aller chercher un petit peu plus les petits détails là-dedans. Sur 5 minutes, je ne prends pas 1000 reps, là, mais ça donne le temps vraiment de bien corriger et s'assurer que les gars sont aux bonnes places. Puis après ça, tu le revois dans le film la journée d'après, puis là, ils comprennent vraiment de quoi tu parles. Là. Parce que tu filmes cette période-là? Non, mais quand tu regardes le tape, mettons, je fais ça un mardi, puis le mercredi au meeting, le soir, je reparle de la même chose dans le meeting, mais là, ils l'ont vécu quand même pas trop vite sur le terrain, fait qu'ils ont vraiment une bonne idée de quoi tu parles dans la salle de meeting à ce moment-là. Là. Très bon point, Sam. Ben, en fait, nous autres ici, on a l'opportunité d'avoir nos meetings toujours avant la pratique, puis on commence toujours la pratique avec un walkthrough. Fait que, exemple, ce qu'on dit, c'est que le walkthrough, c'est le prolongement du meeting. On a des équipes qui sont de plus en plus visuelles, puis qu'ils ont besoin de le marcher. Je peux bien passer une demi-heure à le présenter sur tableau ou sur vidéo, mais c'est de le marcher qu'ils vont le comprendre, c'est quoi nos règles. Fait qu'on a toujours un petit 15 minutes de walkthrough, parce que on va peut-être utiliser ça des fois pour un blitz review, mais aussi pour un pass review. Une formule que j'aime beaucoup faire, c'est de travailler, exemple, du côté fort du terrain. Tu sais, Nick a parlé du côté 3 receveurs, 2 receveurs. On est, exemple, backers DBs ensemble. Puis on roule le concept seulement du côté fort avec cette couverture-là, exemple. On parle de cover 2. Cover 2 contre Duck, ça ressemble à quoi? Fait que là, on le fait strong side, weak side, back side, c'est quoi le concept? Il y a des équipes que c'est miroir, fait que ça va être Duck et Smash. Donc, on va rouler cover 2 contre Smash. Fait que ça veut dire que ton personnel qui est strong side est capable de voir comment ton personnel weak side réagit. Parce qu'on divise le terrain en 2. Puis après ça, on roule tout le monde ensemble. Fait que là, ça veut dire que là, on voit comment le
la couverture se déploie en fonction des deux concepts de passe des deux côtés. Surtout quand il y a de plus en plus, là, les équipes ont un concept backside puis ils ne vont pas juste travailler d'un côté. Fait que, puis là, ben, ça arrive avec le moment où oui, c'est des cartes, puis j'ai peut-être un DB qui n'a jamais joué au receveur, puis même si j'enseigne que ta cote sur ton corner, il faut qu'elle se fasse à 12, ben, ça reste que c'est mon receveur dans mon équipe qui est probablement le meilleur pour être capable de courir ce route-là. Fait qu'on va le faire en walkthrough, 15 minutes peut-être, là, pour éliminer les gros concepts de passe le mercredi que l'autre équipe va faire. Ensuite de ça, ben, on a un pass review, comme que je disais, qu'on divise le terrain. Donc, strong side, weak side, tout le monde ensemble. Après ça, ben, c'est ce que j'aime. Je sais qu'il y a des équipes qui n'aiment pas vraiment les pass shell parce que ça ne représente pas nécessairement la réalité pour un carrière, mais je pense que pour un DB, pour avoir un bon look, tu enlèves l'opportunité de peut-être qu'il y a eu un sac ou donne-moi un vrai look. Donne-moi un vrai look de c'est quoi un dog concept pour les full speed par 3 vrais receveurs, puis je suis dans un cover 2. Puis là, il est scripté. Fait que, si je veux voir le plus possible ben, mon cover 2 sur film contre Doc, ben, guess what? Ben, il faut que mon corner strong side, ben, il faut que tu climbes en dessous du corner. Ben, on l'a marché. Tu l'as vu dans notre équipe rouler par nos receveurs, puis tu l'as sur film après ça pour corriger. Fait que tu arrives le samedi, I guess. Je pense que tu ne peux pas tout enlever, mais tu as au moins éliminé des petites interrogations que tu pourras avoir là, dans certaines situations. Et puis pour ajouter les pass shell, là, comme dans les dernières années, moi je suis d'accord, puis je suis le premier à dire pass shell, c'est tout le temps, ça donne pas un bon look pour le QB parce qu'il y a trop de temps et tout ça. Mais dans les dernières années, on a ajouté des différentes variantes de pass shell. Là. Ça fait que soit tu fais des 1 contre 1 devant le pass shell, ou tu as un coach qui rush avec un noodle de piscine puis qui s'en va dans la face du QB avec ça. Différentes façons de faire qui fait que le QB n'est pas juste là à s'asseoir dans le pocket avec rien qui se passe devant lui. Fait que des fois, ça fait juste changer la dynamique, puis ça rend ça un petit peu pour la défense, ça rend ça plus réel. Là. Le QB a un petit peu moins de temps. Là. Bon point, messieurs. Je vais finir, selon la compréhension de ce que j'ai compris, là, je vais finir avec une question rapide. Là. Selon ce que j'ai compris, là, en couverture One High, vous avez tous délaissé le fameux cover 3 hold pour un cover 3 match, n'est-ce pas? C'est ça que j'ai compris qui était unanime ici. Yes. Moi, c'est ça. Honnêtement, le cover 3, moi, des fois, je repense. J'ai déjà fait du bon vieux spot drop et tout ça. J'en fais plus depuis quand même une couple d'années. Mais c'est de quoi que je regarde quand même là, pour différentes raisons. Juste d'avoir les yeux, comme JP parlait là, tantôt, dans le backfield, d'avoir les yeux plus sur le ballon. Là, c'est de savoir. C'est un questionnement que j'ai présentement, là, justement. Savoir est-ce que je fais les deux? Est-ce que je l'appelle, ça reste 2 cover 3, mais avec des principes différents. Puis là, après, c'est toujours. J'essaie d'en faire moins que plus. Là. J'en ai déjà fait beaucoup. J'essaie de couper. Là, si j'en fais 2 couvertures, à ce moment-là, je rajoute encore à mon playbook quand je veux couper. Mais c'est de voir là, qu'est-ce qui va te servir le mieux en bout de ligne là-dedans. Là. Puis c'est tout le temps la même chose. Puis c'est la même chose. Plus tu vas jouer de man, moins tu vas faire d'interceptions parce que tu n'as pas les yeux sur le ballon, tu as les yeux sur le receveur. C'est un peu le même principe dans ce cas-là. Là, c'est de savoir. Puis après ça, c'est sûr que là, tu laisses encore plus de bubble dans ton cover 3 parce que tout se passe derrière toi sans que tu réagisses. Bon point. Messieurs, on va passer à la deuxième question. Est-ce qu'on va parler un petit peu des couvertures en too high? Marco, je te laisse la parole en premier vu que tu as dit que c'était quelque chose que tu roulais beaucoup. Yes, c'est quelque chose que j'ai tout le temps été un fan, là, comme on s'entend quand tu regardes des defenses comme Michigan State dans le temps roulait, là, quand l'ancien décidait là, puis toutes les grosses defenses au State. Quelque chose que j'ai vraiment de la misère, c'est que si tu es en too high, ton strong safety, ou moi le safety weak side, là, c'est de trouver un moyen de le mettre dans la box. Puis surtout avec le nouvel ère des RPOs, c'est bien populaire, puis tout le monde roule ça, puis tout le monde souvent j'ai l'impression que tout le monde a une définition différente des RPOs. C'est comment que amener un gars, oui, c'est peut-être un conflict player aux yeux des OC, mais en même temps, toi, c'est un gars qui peut faire 2 choses, puis ainsi de suite. Fait que c'est ça qu'il y a des difficultés certaines des fois que nous, en tant que DC, il faut trouver. Mais je pense que, qu'est-ce qui est couvert ça en tant que tour high, là, j'ai pas tout le temps aimé
faire un triangle du côté des deux receveurs avec une box du côté des trois receveurs. Même aux States, j'ai eu la chance de 2 années de fil de participer à un camp d'entraînement en Indiana avec une université de Détroit. Puis les autres, les coachs américains, ils ont peur des trois receveurs. Fait le gars, il avait peur de ça. Je dis, ben check, tu peux jouer de telle manière. Puis on a discuté sur la manière de jouer, là, où souvent on match le receveur numéro 3. Là. Je peux-tu rentrer là-dedans? Ou... Ouais, vas-y, on est là pour ça. Dans le fond, c'est ça. Fait que dans le fond, on match le receveur numéro 3 où le corner, il fait le contraire du receveur numéro 3. Fait que si le receveur numéro 3 est 5 verges ou plus short, le corner va être high. Puis si le receveur numéro 3, il fait 5 verges ou higher, c'est le halfback strong qui va être high. Fait que comme ça, on a le même cover, mais selon ce que le troisième receveur il fait, on essaie de matcher leur route le plus possible. Parce que dans le fond, match, si on prend une description, c'est de matcher le route le plus dangereux pour nous. Fait que c'est vraiment ça du côté de trois receveurs, là, où on aurait aussi notre safety qui viendrait un high wall avec un low player qui viendrait un inside wall. Mais les autres, les Américains, qu'est-ce qu'ils font? Puis j'ai aimé ça aussi un peu, c'est qu'à chaque trois receveurs, il en mène un. Fait que soit que tu mènes le receveur numéro 3, tu mènes le receveur numéro 1, puis là, tu joues le triangle avec les deux autres recs. Fait que dépendamment, quand je suis coordonnateur défensif en Beauce, mon Sam, on peut l'appeler, c'est un meilleur athlète que mon corner, par exemple. Souvent, c'est rare que ça arrive, mais dans mon cas, fait que je voulais beaucoup man le numéro 3. Puis j'ai joué d'autres semaines où le numéro 3 il était trop dangereux, par exemple, fait que j'avais pas le choix d'essayer de le matcher. Puis man, mon receveur numéro 1, field side, surtout si le QB n'a pas le ballon pour s'en ramener. Fait que je pense que en too high, ça te permet vraiment de décortiquer les deux bords. Mais comme que j'ai parlé au début, si c'était à faire, je ferais too high zone d'un bord, puis l'autre, ce serait peut-être du man. Où que tu peux apporter plus de pression, avoir plus de latitude là-dedans. Fait que, mais oui, too high comme ça, puis ça te donne une latitude aussi pour le cover 4 quand tu gardes le même shell. Là, tout dépend dans une distance, encore une fois. Moi, j'ai une question pour toi. Ton cover 4 dans ton look de 2 high, comme ça, tu me parlais de Michigan State puis tout ça. Est-ce que tu joues avec les mêmes règles que Michigan State amenait, là, comme dans leur quarters coverage, que là, il lit le receveur. S'il bloque, il descend dans la boîte. Sinon, c'est le high player sur ce receveur-là. Bien, tu vois, c'est ça, comme j'avais demandé à plusieurs, si je parle surtout, mettons, du safety weak side, là, j'ai demandé quand j'étais dans une clinique de coaching à Notre Dame, à un moment donné, le DB coach m'avait dit, avec les RPOs à Star, ça regarde tes recs. Puis il y a d'autres coachs qui disent, tu sais, regarde dans le box. Fait que le garde play side. Fait que dans le fond, de ton bord, excuse-moi. Fait que dans le fond, tu sais, c'est quoi selon le système quand too high, l'autre bord, ils font. As-tu beaucoup de signes du receveur numéro 2? Si tu as beaucoup de signes du receveur numéro 2, moi, je dirais, regarde le rec. S'il essaie de faire des digs, tout ce qui est out route ou tout ce qui est break in route, sans nécessairement attaquer les orteils du safety, moi, je dirais, regarde le garde. Parce que tu as moins besoin, tu te sens moins threatené par le post ou le seam en tant que tel du receveur numéro 2. Là. Je sais pas si ça répond à... Ton gars qui est aligné high de ce côté-là, tu le faisais baby step ou tu jouais statique? Oui, dans le fond, moi, je le faisais, j'appelle ça kill the smoke technique. C'est une technique que j'utilise avec les linebackers aussi. Parce que souvent, au secondaire, là, quand je coach avec les sports-études ou même quand j'étais collégien avec certains kids, les gars sont au horny, ils voient et puis ils s'en viennent tout de suite, ils prennent leurs 2 steps, sont à 3 verges. Là, si moindrement ta counter-flow, ils sont pas dans la soupe ou sinon, ben, ils sont pas capables de fast flow. Fait que c'est kill the smoke, c'est comme quand nos parents ils fumaient, ils mettaient la cigarette à terre puis ils kill. Fait qu'il y en a qui aimaient plus ou moins ça. Sinon, je disais, pars une verge avant, fais 3 baby steps. Parce que moi, c'est tout le temps le même problème là, dans ces situations-là. Puis j'ai déjà regardé pour jouer ça un peu. Puis c'est, encore une fois, c'est le waggle du receveur. Tu sais, aux États-Unis, leur receveur est statique. Là, ils ont le beau jeu de le safety de la ligne à 10, puis il réagit au jeu. Mais nous, ça vient tellement vite à cause du waggle des receveurs que c'est là que je trouve ça dur, tout ce qui se fait en 2 high, puis de jouer des 2 responsabilités, course-passe, puis c'est pour ça qu'on ne le voit pas au football canadien. Je suis pas mal certain aussi à ce niveau-là. Là. Puis l'émotion, en plus, tu ajoutes l'émotion à ça, là, ça commence ça complique vraiment les choses. Là. Je te dirais encore une fois, si on prend le sim, ça prend vraiment c'est ça qui est tough, comme tu dis, d'essayer d'avoir des bons athlètes
Si tu roules ça, tu veux avoir ton meilleur athlète en tant que linebacker, là, quasiment un coverbacker à will. Parce que pour pas que le seam vienne t'attaquer en tant que safety et qu'il prenne plus son temps, ben, ça prend un genre de reroute du will. Mais là, s'il est aligné, big gap, tu peux pas lui demander de prendre un step, clear la run pass, puis après ça, dropper sur inside hip. Du 2, c'est ça qui est plus tough aussi. Fait que... Ben, c'est pour ça que moi, en 2 high, je sors le will de la box complètement, puis tu présentes une light box, là, parce que tu veux être capable de reroute le receveur, sinon ça donne une bulle un peu trop gros, je pense. Là. Effectivement. Puis les quick seats, tu sais, JP, qu'est-ce qu'à un moment donné, tu avais fait une clinique à Nicolas Gatineau, j'avais bien aimé, parce que c'était pas juste hook to curl flat, c'était hook to curl, seam, flat de l'autre bord. Puis ça, je pense que ça l'aide le linebacker à allumer une switch que, OK, si c'est un quick game ou un jeu où tu lances la balle direct, je pense que les gars soient conscients que le seam est là. Puis oui, il faut protéger le seam, là, comme Nick, tu viens de dire. Non, c'est ça. C'est d'essayer, selon moi, par ce que tu vois sur le scout, ils peuvent attaquer le post ou le seam. S'ils ne l'attaquent pas, de recevoir numéro 2, weak side, t'es correct. Mais sinon, c'est là où il faut vraiment ton will, ils viennent. Puis encore une fois, c'est qu'est-ce que tu es prêt à donner. Mais comme moi, les waggles me dérangent un peu moins, c'est vraiment plus les motions. Parce qu'il faut là, faut que tu check call. Mais les waggles, je me dis, les gars sont habitués. Puis dépendamment aussi, c'est quoi ton athlète à ton strong safety. C'est vraiment ça. Le strong safety, encore une fois, je parle du weak side. Là, mais si tu es un gars qui n'est pas trop sûr, là, je ne jouerai pas de match avec. Là. Ça dépend vraiment beaucoup du personnel. Là. Est-ce que ça vous arrive, étant donné que vous parlez de la difficulté de matcher en too high, est-ce que ça vous arrive de jouer du zone plus peu? Tu sais, chez JP, tu nous parlais de cover 2, cover 4, tu faisais ça. Est-ce que vous autres, votre réponse à too high, vu que c'est très difficile de matcher, c'est peut-être plus de jouer un zone pur en too high? Jamais, parce que, tantôt, Nick a parlé des spot drops. Spot drop, peut-être si tu drop 9, mais combien de fois ça va arriver que tu drop 9? Puis est-ce que tu peux baser ton système sur un vocabulaire, comme que j'ai tantôt? Tu peux-tu baser ton vocabulaire sur un système où tu es tout le temps en train de drop 9? Fait que même en cover 2 ou en cover 4, ben, on va toujours avoir les mêmes terminologies. Puis ça ne sera jamais en fonction d'un pure zone. Il y a peut-être juste en two-man que je vais faire dropper un gars comme un dig drop, là, que c'est near post, puis que tu es à 15 verges, puis tu es un peu plus un spot drop à ce moment-là. Mais sinon, pour le reste, là, c'est tout le temps en train de matcher. On n'a pas le choix. Puis, on parlait de two-eye puis de motion. Je pense que le two-eye, une des plus grosses forces, c'est présentement aux États-Unis, c'est beaucoup rock and roll defense, là, de rotate en fonction des motions. Je pense que c'est un super bel avantage pour le two-eye. On a parlé d'un light box. On joue du foot à 4 essais en match. Jusqu'à temps qu'on va se faire acheter par la XFL. Là. Mais on joue du 4 essais, puis c'est quoi tu veux enlever? Il y a des équipes de plus en plus qui se disent j'ai pas nécessairement un punter, puis que je vais tout le temps y aller fourth down. Puis qu'en 4e et 2, 4e et 3, à quoi ça sert de te sortir de ce light box-là? C'est le temps que tu mets sur ça versus de mettre du temps sur d'autres choses, comme que je disais tantôt. Mais c'est pour ça que moi, je suis un gros believer. Mais je pense qu'Annick, on vient un peu de la même école là, du one eye puis de dire, ben regarde, on va mettre en termes de contour, en termes de déguiser nos coverages, ben tu es toujours un peu placé de la même façon. Puis c'est quand tu déclares, c'est le plus late possible. Je pense que le one eye, c'est ça qui te permet de faire. Puis c'est là que moi, le 2-eye devient intéressant, dans le fond. La seule chose, comme je disais, c'est qu'on des RPO et tout ça, ben tes lightbox, ben là, qu'est-ce que tu dis à l'attaque? Tu dis give the ball. Puis là, après ça, tu crées des traps autour de ça. Est-ce que je suis lightbox, je vais être vraiment un lightbox, tu sais? Là, tu peux amener de la pression du edge, tu peux jouer des games avec ça. Tu peux prendre un de tes gars du top et le faire descendre dans le box. Puis c'est de là, je te dis, moi, c'est le seul moment que vraiment on utilise du 2-eye. C'est pas autant pour courir que pour jouer avec l'attaque, pour dicter des choses à l'attaque. C'est ça, j'ai l'impression que, puis un peu comme tu dis, Nick, il y a plus de choses que tu peux cacher. Ou j'ai l'impression qu'il y a plus de possibilités en tout high de où ce que tes gars vont être au snap.
Tandis que one high, le safety, c'est rare qu'il va descendre ou ainsi de suite. Mais là, mettons, tu le sais que selon l'offense, le savent que selon down and distance, il y a un safety qui va descendre en too high. Okay, c'est lequel? T'es quel bord? On est middle of the field. Ils ont-ils le même middle of the field que nous? Fait que c'est pour ça que des fois, le too high, moi, je suis un gros believer, mais encore une fois, comme j'ai appris, c'est que tu peux pas tout le temps rouler ça. Surtout que Mais honnêtement, ce que tu dis, pour moi, tu peux le faire en un high aussi. Là. Parce que pour moi, tu as ton nickel qui peut devenir à tout moment un gars qui monte soit dans le poste, soit couvrir un demi-terrain, un quart de terrain. Puis tu peux jouer avec ton safety puis le descendre. Puis honnêtement, ton safety, tu peux même l'aligner pre-snap dans le box. Là. Ou même sur le edge, puis jouer, puis là, c'est ton safety, c'est ton école qui devient ton safety à ce moment-là. Ça peut être ton boundary half qui devient, puis tu alignes ton will de façon à ce qu'il joue le seam facilement. Pour moi, honnêtement, j'ai longtemps pensé comme ça aussi, comme qu'est-ce que tu viens de dire. Puis pour moi, en regardant ça différemment, en ouvrant mes horizons un petit peu, je me suis aperçu que en one eye, je pense que tu as encore plus de possibilités de ce côté-là. Bon, justement, coach, c'est un bon point que tu apportes. Ça l'amène au prochain sujet. Je vais te laisser, je vais te laisser en renchérir là-dessus. Les couvertures avec rotation, justement, où tu dis où tu peux en one eye descendre le safety, en two eye tomber en cover 3 up top. Je te laisse renchérir là-dessus, coach Melsba, puis les autres intervenir par la suite. Ben, longtemps, moi, je faisais ça là, beaucoup, des rotations en look de 2 eyes, justement, comme coach dit. Puis là, tu sais, ça te permet, ton safety peut devenir un outside third player. Puis là, tu fais jouer ton corner low. C'est vrai que tu peux le faire, là. Mais honnêtement, alignant en un eye, tu peux le faire aussi. Là. Puis tu sais, tu triches l'alignement de ton safety. Là. À un moment donné, il ne faut pas non plus là, que tu l'alignes tout le temps en plein milieu du terrain. Si tu veux qu'il pousse weak, ben aligne-les sur le hash, ce n'est pas si grave. First, le QB, il va falloir qu'il le voit. Deuxièmement, tu peux y montrer à tout le temps partir du milieu pour s'aligner puis bouger vers les haches puis tout ça. Mais après ça, là, à un moment donné, il saura aussi, là, ton safety est aligné là, c'est t'assurer de peut-être avoir 2 couvertures de passe que ton safety va être aligné là. De certaines situations dans cover one, que ton safety soit aligné là. Que si tu veux faire glisser ton safety, tu l'alignes là, puis il descend d'un spot particulier que tu as des couvertures. C'est de jouer avec ça, mais encore comme je te dis, c'est bien plus facile créer une rotation avec juste un safety qui bouge d'un bord puis de l'autre que 2 gars ou 3 gars qui sont impliqués dans la rotation. Coach JP, tu as l'air d'accord? Tu peux renchérir un petit peu sur ce que vous faites avec les rotations en one eye, tu tombes en cover 2 ou en cover 4? Oui, ben en fait, ça va souvent varier en fonction du nombre de receveurs d'un côté ou de l'autre, à cause de la largeur du terrain. Comme on parlait, Coach B, tu le déclares tout de suite, là, que tu as un strong safety, un free safety. Mais pour nous, là, autant le boundary half, autant le free safety, autant le nickel, puis même en star, autant le field half en fonction d'une formation, exemple en 13. Mais si tu as une formation 13, ben, tu vas peut-être pouvoir éventuellement faire monter ton field half puis vouloir jouer le trips weak side. Surtout si c'est un écho qui n'a pas traversé ou whatever. Si mettons que tu es un field defense puis que ben, tu ne respectes pas nécessairement les numbers au début, ben là, tu n'auras pas le choix, de rotationner. Encore là, le temps que tu vas mettre sur ça, on n'en a pas beaucoup de temps dans une semaine. Là, ça va vite. Là, fait qu'à un moment donné, c'est les règles aussi les règles que tu vas préférer. Moi, un rock and roll defense ou un rotate defense, ça va être dans un certain type de personnel. Sinon, ben là, je vais plus jouer par en bas, là, personnellement. Là. C'est-à-dire que soit je vais faire traverser mon écho, okay, donc c'est lui qui va matcher les numbers, ou l'autre, le bumpé là, qu'on appellerait. Là. Ça fait en sorte que pour le free safety, où tu n'es pas toujours tout le temps en train de descendre avec quelqu'un puis de monter avec un autre. Tu vas plus te passer tu vas plus te passer les motions, tu vas plus te passer les routes en bumpant par en bas que le rotate par en haut. Mais là, c'est là qui est le fun, justement, c'est que tu montes de quoi pendant 3-4 semaines, puis que là, tout d'un coup, ben là, tu changes tes règles, puis qu'en fonction d'un motion, mais tu ne réagis plus de la même façon. Fait que, pour revenir un peu à ta question au niveau de rotationner, je vais plus le faire en fonction d'un nombre de receveurs d'un côté que plus pour un coverage, là, présentement.
Merci. Donc, si c'est tout en ce qui concerne les rotations, Marco, je ne sais pas si tu avais quelque chose que tu voulais Ouais, rajouter. ben, tu sais, surtout, là, avec les DJ, je me suis rapproché de la boxe un petit peu plus, là, avec le nouveau staff et tout, mais, tu sais, moi, un affaire que j'ai aimé, JP a dit, tu sais, c'est un petit peu le Sam qui track ou rotationner. Bump aussi, mais j'ai l'impression qu'à m'avoir approché un petit peu plus de la boxe, d'essayer de moins bouger de gars possible, dépendamment, encore une fois, oui, c'est qui tu joues, quel type de course qu'ils font. Je sais qu'on est plus dans le coverage, mais d'avoir garder plus de gars intacts, c'est quelque chose que je suis devenu un petit peu plus fan. Mais oui, tu sais, comme on en a parlé là, puis on a déjà parlé avant dans les autres cliniques qu'il y a eu, chaque chose est bon, chaque chose a des points positifs, chaque chose a des points négatifs. C'est vraiment qui tu veux matcher ou si tu veux tes athlètes à quelle place. Si il y a un TDB, ton écho, il y a le numéro du receveur numéro 3, ben hey, garde-le, il est hot aujourd'hui, gardez-le. Puis si c'est un off day pour lui, ben essaie de le protéger avec d'autres. Fait que c'est vraiment week-to-week basis selon moi, ou comme JP dit, tu montes une trend parce qu'on se fait scouter nos 3, 4, 5, 6 dernières games à l'enfance. Fait que tu montes une trend, puis on est arrivé avec une curveball. Puis ça peut être juste, tu sais, le QB n'a pas le look qu'il veut, il freeze, c'est un sac. Ça prend un doute dans une tête, puis là, tu passes à un gars qui doute que le coaching staff sur le banc, et ainsi de suite. Fait que je pense que tu peux. Bon, c'est un bon point, ça, Coach Marco. Coach JP, avant de passer aux couvertures homme à homme, j'ai une question pour toi. Tu parlais en début que tu commençais tu étais pas mal tout le temps en one high shell, puis que ton coverage de base, c'était du cover 3 match, puis qu'ensuite, tu rentrais ton cover 2, ton cover 4. C'est lequel de tes low players que tu fais monter dans le quarters in en cover 2 ou en cover 4? Ben là, c'est là qu'arrivent toutes les variantes. Là, fait que, ça change beaucoup, là, je te dirais. De base, un cover 4, je pense que le free safety puis le boundary halfback ou le strong safety, dépendamment des systèmes, je pense que c'est ce qui est plus logique parce que ça fait en sorte que pour ton will, qui devient un peu un genre de flat defender, dépendamment des règles que tu as avec ton boundary corner en couverture 4, il y en a qui vont être super agressifs avec le boundary corner et qui vont se dire qu'il va plus matcher justement juste le wide out. Tantôt, on en parlait de ce qu'on a vu, l'Université de Montréal, là, avec le système de cover 4 qui ont roulé. C'est des corners qui sont super agressifs en fonction de ce que le receveur va faire en avant de eux. C'est pas quelqu'un qui va juste. C'est pas un corner qui va monter pour être un cover 4 guy. C'est un gars qui va matcher la verticale du gars qui est en avant de lui. Ben, si tu as une verticale de numéro 6, mais c'est ton will qui devient un flat defender. Versus de faire l'inverse, de faire monter un field halfback puis de faire pousser ton free safety weak side. Ben là, ça fait en sorte que pour ton écho, ben, oui, il est athlète, mais il y a du terrain en maudit à couvrir, là, de pousser strong side. Fait que je pense que c'est plus facile pour le boundary half et le free safety de monter en couverture 4. En couverture 2, ben là, ça dépend de ce que tu veux enlever. Tantôt, on parlait des athlètes qu'on a devant nous autres. Si tu sens que ton numéro 3, là, c'est un gars, c'est un deep threat et qu'il est capable de splitter le terrain, ben peut-être que tu vas t'assurer que ton gars qui va dropper over de ce gars-là, ben, ça va être sa première clé. Fait, encore là, on va peut-être y aller avec un free safety et un boundary halfback qui va te donner un look de couverture 4 au début, mais finalement, c'est un principe de couverture 2. Fait, je pense que à cause des dimensions du terrain, contrairement aux États-Unis, que c'est un terrain de 20 verges de moins de largeur, de faire monter un gars weak side, c'est plus facile là, en couverture 4, en couverture 2, que de faire l'inverse. Mais c'est le fun aussi de faire monter un écho. Ça, tantôt, Nick en parlait. Là. Yes. J'ai une petite question pour toi, JP. Ouais. Ton couverture 2, tu le roules-tu contre 5R aussi ou tu le roules juste contre une 11-man box? Ben, tantôt, tu parlais d'éliminer un joueur. Ben, tu peux faire exprès pour tomber avec un système. Tu peux faire exprès pour tomber avec un système en 11. Fait que de faire en sorte que tu en enlèves un, tu en mets up un, puis que après ça, ben, tu joues un principe de couverture 2 autour. Ça peut être ton écho, ça peut être un corner. Mais si je veux jouer en couverture 2, puis que j'ai un 24 personal là, que j'appellerais là, avec 2 backs, ben, c'est certain que là, le free safety, probablement, c'est lui qui devient mon plus 1. Puis là, c'est peut-être mes 2 halfbacks qui sont hauts. Justement parce qu'il va partir d'en bas, d'en haut pour avoir une règle sur un gars qui est dans la boîte. Fait que je serais capable de jouer couverture 2 avec un free safety qui matcherait, exemple, un fullback, là, sans problème.
OK. Ouais. Merci, messieurs. Si on n'a rien à rajouter, on va parler des couvertures homme à homme. Coach Nick, tu nous en as parlé au début, puis c'est quelque chose que j'ai trouvé super intéressant. Je pense que c'est quelque chose qui, surtout au football à 4 essais, ça fait un petit peu moins, surtout dans en tout cas, les niveaux inférieurs. Là, au niveau secondaire, je ne peux pas parler de cégep et cégep, parce qu'universitaire, c'est du 3 essais. Là, du homme à homme, je trouve que c'est un concept qui est peu utilisé. Puis toi, tu dis que tu reviens vers ça un petit peu. Puis j'aimerais ça que tu nous parles de ça parce que c'est intéressant. Tu dis que tu joues du homme à homme, mais plutôt mettons que juste avoir un hold player puis un deep player. Ton hold player, tu peux le faire waller du côté de deux receveurs ou quoi que ce soit. Puis c'est un concept que je pense qui aurait beaucoup de positifs à être appris ailleurs. Donc, je te laisse nous parler un petit peu de ce que tu fais. Ben, tu sais, je vais donner un exemple simple. Mettons, tu as un set 32. Fait que là, tu veux travailler côté deux receveurs. Puis là, tu sais, tes règles, c'est tout le temps la même chose. Quand tu crées tes règles, il n'y a pas de mauvaises règles. C'est juste qu'il faut que ça soit centre. Tu peux le faire côté trois receveurs. Il n'y a pas d'importance. Là, tu peux inventer des choses si tes règles sont bonnes, c'est correct. Mais je vais donner l'exemple, mettons, sur un set de 3-2, tu travailles côté deux receveurs. Tu demandes à ton will linebacker de devenir un wall player, ça fait de pousser sur le receveur numéro 2. Qu'est-ce que ça fait? Ça crée un triangle de match, là, dans le fond. Sauf que tu dis à ton boundary half, ton boundary corner, vous êtes man. Puis là, à partir de là, tu crées des réactions. Ça fait que si tu as ton numéro 5 qui rentre sur un radical in, est-ce que tu veux vraiment que ton boundary half court après ça? Tu sais, quand tu sais que tu as ton waller qui va jouer à l'intérieur. Fait qu'à ce moment-là, ce que tu dis, c'est que tu dis à ton boundary half de laisser aller les radical in. Ton wall player va le jouer. Puis ton boundary half devient un rub player, dans le fond. Okay? Ça fait qu'il va jouer en dessous de tout ce qui va revenir à l'intérieur, mid to deep. Puis là, après ça, encore une fois, je te dis, tu peux décider de tes règles. Là, si tu as un fade, qu'est-ce que tu vas lui demander de faire à ce moment-là? Est-ce que tu veux qu'il s'installe entre le receveur sur le fade puis le corps arrière? Est-ce que tu veux qu'il regarde ce qui revient backside, le numéro 3 qui pourrait revenir sur un over de l'autre côté sur son rub? Tu lui donnes la règle que tu veux. Puis aussi, c'est des affaires super faciles à tweaker. Pour dans le game planning. Okay? Tu vois quelque chose sur tel concept en particulier, tu veux que ça arrive. Mais là, tes gars, ton boundary half, ton boundary corner, à la base, ils jouent quand même du man-to-man. Fait que c'est là que ça devient très facile. Tu sais, comme sur un concept de smash, il y a peut-être des choses de le fun à faire là-dessus. Tu peux demander peut-être à ton corner de tricher entre deux. Puis, tu sais, il y a plein de choses que tu peux faire. Là. Ça fait que mais à la base, ça reste pour moi du cover one. Fait que c'est là que ça devient facile. Puis c'est un petit peu comme coach Bégin parlait tantôt. Ta terminologie reste la même. Ça fait que ton boundary half, boundary corner, ils ont leur terminologie de man. Ils jouent du soft man, du off man, whatever, comment tu appelles ça. Puis tu as ton wall player qui peut être un wall de match, comme tu jouerais dans du match normal sur un triangle de match. Fait que tu combines les deux, mais tu n'ajoutes pas de la terminologie à ça. Ça reste la même terminologie de base que tu fais juste mixer, puis ça donne un concept de match, mais très facile à jouer. Là. Nick, dans un monde de RPO, là, pour avoir joué la position là, quand tu es secondaire et que tu te fais lire, puis que tu as une règle de wall player, tu vas-tu garder ton alignement? Je ne vais pas trop rentrer dans des détails de ton playbook, là, mais tu vas-tu garder ton alignement de ton boundary halfback quand même inside shade? Ou non, dans ce cas-là, je ferais même le corner, je le fais jouer à l'extérieur. Inside shade. Tu n'as pas peur tu sais, mettons, autant il fait un temps où ce que RPO, c'était beaucoup plus le joueur backside de la course qui était lu. De plus en plus, on le voit aussi que ça peut être fait avec le joueur playside. Fait que, si jamais j'ai un inside zone ou un outside zone, peu importe, qui attaque le will, puis il est wall player, puis qu'il y a un slant qui roule en arrière, comment tu demandes à ton will de réagir sur ce RPO-là? Tu bosses les pieds? Honnêtement, il va être, comme tu peux pas le ralentir, tu veux qu'il wall. Là. Honnêtement, c'est plus dans le game planning, dans la situation que je choisirais à certains moments, probablement plus pour couper certaines situations de passe à ce moment-là que je jouerais ça. Là. Comme je te dis, ça se rapproche du match. Pour moi, ça devient une façon plus facile de jouer du match. Mais en situation de RPO, c'est clair que c'est pas ça que je voudrais jouer. T'sais. Encore une fois, à moins que je veux trapper quelque chose. T'sais.
Que tu sais que t'es fort, mettons, c'est la course pour les sides. Là, si on parle d'un RPO, ben normal, parce que c'est un inside zone, il read le backer, si le backer il shoot, il centre le slant en arrière. Mais tu sais, comme que j'ai déjà parlé de plein de coachs offensifs, RPO, je pense que c'est pick your poison at some point. Là. Si tu sais que t'es vraiment fort, c'est la course play side, ben hey, go, prends-les, coller contre nous autres, puis nous autres, on va faire les tackles, puis tu vas gagner ton 2 verges. Ah, puis l'autre chose qui est important, puis c'est ce qu'on oublie souvent, que ta couverture, ben, qu'est-ce que tu peux faire pour aider ton will aussi? C'est d'y donner le C-gap. À ce moment-là, déjà, tu aides un petit peu son fit de course. Tu changes, justement, dans la lecture du RPO, ça se peut qu'il voit que c'est le big gap qui est free, mais si tu fais pincher ton end dans le big gap, ben là, ça change un petit peu les choses. C'est tout ça aussi, c'est tout le temps. Quand tu fais un game plan, je pense que c'est beau la couverture pour couper des choses, mais il faut que tu penses aussi dans le front. Qu'est-ce qui va bien mixer avec la couverture que je fais? Puis, c'est de quoi qu'on oublie souvent. Mais à ce moment-là, si tu sais que lui, tu lui demandes de jouer à l'extérieur, ben essaie de lui donner un gap extérieur si tu peux le plus possible. Puis là, après ça, puis c'est là que je te dis, on veut rentrer, mais si c'est ton C-gap player, c'est ton Sally player. Mais si tu as ton Radical In qui revient, ben c'est là que peut-être tu peux jouer des games, puis ça peut être ton boundary half qui va jouer Sally. Mais encore là, je ne veux pas rentrer trop complexe. Mais, encore une fois, plus tu en donnes, plus tu ajoutes des choses, plus ça devient complexe. Puis ce que tu veux quand même à la base, c'est de rester simple. Mais si tu regardes tes stats, puis tu t'aperçois qu'il y a un QB qui court, puis que tu veux le trapper un peu là-dedans, justement, ben ça peut être de quoi que tu fais. Là. Tu sais qu'ils vont tout le temps essayer de faire rentrer quelqu'un à l'intérieur. Le QB va essayer de ressortir à l'extérieur. Ben là, ça peut être intéressant de changer de responsabilité entre ton will et ton boundary half dans la responsabilité de Sally à ce moment-là sur ce concept-là. Puis honnêtement, je lance ça comme ça, c'est pas de quoi que j'ai fait, mais le thinking, c'est quand même ça derrière tout ça. Là. Ça fait que c'est de simplifier des choses qui pourraient être très complexes. Puis ça peut devenir très complexe si tu te perds là-dedans un petit peu. Là. C'est vraiment intéressant. Puis là, vous avez parlé un petit peu du man en off coverage. Est-ce que c'est quelque chose, je sais que c'est bien fort aux États-Unis. Est-ce que vous avez expérimenté en cover two man de jouer avec du trap coverage, où est-ce que, mettons, voyons là, pourquoi je cherche le mot en ce moment, là, où est-ce qu'il du trail coverage, c'est ça? Est-ce que vous avez expérimenté le trail coverage? Puis, mettons, est-ce que vous avez eu du succès avec ça? Parce que ça permet d'amener une pression à 5 d'une façon que vous voulez. Puis ensuite, de trailer, en avoir 7 en couverture. Est-ce que vous avez expérimenté avec ça un petit peu? Quand tu parles de trail, c'est vraiment de travailler en dessous, de courir après le receveur? Oui, exactement. Ou est-ce que tu aurais 2 safety qui joueraient en cover 2 on top? Donc, toutes les menaces verticales seraient couvertes techniquement par ces 2 joueurs-là. Puis, eux, trail en dessous pour enlever, mettons, les pins, tout ça, les slants. Moi, honnêtement, si je joue du 2-man, je vais jouer plus agressif. Je vais jouer catch technique, mais je trailerai pas. Moi, je crois pas à ça. Tu veux rentrer un petit peu dans qu'est-ce que ça serait pour catch technique, s'il vous plaît? Ben, catch technique, dans le fond, c'est que tu vas descendre, tu vas jouer à 4-5 verges, ça va être plus agressif. Pour moi, tu as 3 niveaux. Tu as du soft-man qui est à 7-8, puis comme là, tu as 8-9, tu vas tomber dans du zero-man, mais qui reste du off-man. Après ça, à 4-5, tu vas jouer plus agressivement, c'est du catch. Puis sur la ligne, tu vas avoir du press. Catch technique, là, c'est vraiment, tu vas créer un contact sur le receveur. Mais pour moi, en bout de ligne, tu veux quand même travailler dans le tracé du receveur. Là. Tu ne veux pas trail. À un moment donné, trail, honnêtement, je ne suis même pas sûr. À part quand tu es Deion Sanders puis tu veux trailer pour montrer au receveur qui est ouvert, puis après ça, catch-up et aller chercher la balle, je crois plus ou moins en du trail technique. Là. Moi, je demande tout le temps de travailler en phase par-dessus le receveur, te mettre dans les tracés le plus possible. Puis c'est la meilleure façon de faire les choses. Puis si tu as des moins bons athlètes, ça va leur permettre de ralentir les tracés aussi un peu. Là. Et on va demander, je suis pas sûr que Nick c'est versé de son allait. On va demander au DB sur sa cote de courir le tracé. De remplacer le receveur sur un dig, sur un post. Peut-être des fois, tu vas aller slipper en dessous. Mais c'est tough de dénaturer ton man-to-man. Puis combien de temps dans ta semaine tu travailles du man-to-man? Off-man. Puis après ça, combien de temps tu vas être prêt à laisser pour travailler du trail technique après? T'sais? Moi, je le vois beaucoup en termes d'investissement de temps. Je pense pas que... À moins que tes deep droppers soient
sois clairement athlète, là, il y a du terrain à couvrir. Là. Si jamais tu demandes à tes corners, tes halfbacks, tes en trail technique, là, tu mets de la pression en maudit si t'es deep defender, contrairement sur un terrain américain où il y a du two-man under, ils vont en jouer à côté parce que justement, tes deux gars qui sont on top sont placés peut-être à 15-20 verges. Ils font 5 enjambées, ils sont par-dessus un autre receveur. Il n'y en a pas de stress à ce niveau-là, tandis que pour nous autres, mettons qu'on parle d'un boundary halfback qui est haut et un free safety qui est haut en two-man, il faut qu'il soit athlète. Il faut qu'il soit athlète big time. J'étais un autre believer, moi, dans ça, puis c'est ça la beauté du foot. Là. Quand on parlait de trail, moi, c'était vraiment quand on jouait au DJ, on jouait un petit peu différemment, mais quand je l'ai roulé, ça revient tout le temps. Le point, je pense que tu as dit, puis la raison pourquoi j'en collais moins, c'était combien de temps que tu as dans une semaine. Je pense que c'est quelque chose que tu peux pratiquer pendant l'off-season, quand on a des off-season normales, puis l'été, puis là, tu fais des recaps pendant la saison. Mais oui, c'est la période de temps, mais de la manière que moi, je le roulais, c'était que, encore une fois, tu fonctionnais en triangle, parce que tu es ton high guy, mais tu essayais de faire un funnel vers lui. Fait que ton corner, mettons, on prend boundary side, ton corner est outside. Il peut commencer puis weave, mais ton corner est outside, puis là, les deux, ils trail vraiment à une verge et demie en arrière. On veut avoir un contact. Pas le même principe, un petit peu le même principe que le catch, comme tu dis, d'essayer de t'aider puis de le ralentir, mais tu veux qu'il te batte vers du côté de ton funnel. Puis toi, tu pratiques à undercut tout ce qu'il fait, puis si ça va deep, le QB il va la lober, puis le high guy va la prendre. Oui, ça te prend un athlète, mais on essaie de garder ça avec le funnel. Puis, mais c'est ça, c'est le temps que tu as. Puis, tu sais, comme on pourrait ici parler pendant 1001 heures, c'est qu'est-ce que tes gars sont corrects pour jouer. C'est qu'est-ce que tu es correct pour enseigner, puis c'est qu'est-ce que tes gars sont corrects pour jouer. C'est certain que ça passe par là en bout de ligne. Pardon? C'est certain que ça passe tout le temps par qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tes athlètes peuvent faire sur le terrain aussi. Là. Merci, messieurs. On va continuer. On va aller à l'avant-dernier sujet de discussion. Vous en avez parlé un petit peu. Vos couvertures vont toujours dépendre de la situation à laquelle vous faites affaire, soit en down and distance ou en pression. On va commencer avec parler de down and distance. Est-ce que vous avez une préférence selon, quand vous game planez, vous devez prévoir 2-3 couvertures selon la situation dans le match à laquelle vous faites face. Voulez-vous rentrer un petit peu en détail de c'est quoi vos préférences selon telle situation? Ils sont en situation de passe évidente ou, comme tantôt, Coach Nick, tu nous disais, je ne vais pas caller cover one, où est-ce que mon will va matcher si c'est une situation de course évidente. Donc, je te laisse encore la parole en premier, Coach Nick, si tu veux commencer avec ça, puis les autres, vous pouvez renchérir. Pour moi, le down and distance, c'est autant que c'est important, je pense, pour un coach offensif de varier. Je pense que pour un coach défensif aussi, c'est important de varier. Si je suis tout le temps en double cut, en 3 et long, c'est sûr qu'à un moment donné, je vais me faire ouvrir. Là, les attaques vont t'attendre. C'est de varier un petit peu là-dedans. Puis, je lisais de quoi d'assez intéressant là-dedans. Là, c'est down and distance. Tu essaies de définir ce que tu veux enlever chaque down and distance. Puis, c'est sûr, au football 4-7, tu as encore plus de down and distance. Puis, c'est d'éliminer, dans le fond, avec ce que tu fais, autant la couverture que ce que tu vas faire dans le front, les meilleurs athlètes puis ceux qui ont le ballon le plus souvent à ce moment-là, à chacun des down and distance. Fait que je pense que ça passe beaucoup par là. Puis, comme je te dis, c'est d'aller chercher de la variété là-dedans. Là. Après ça, si à chaque semaine, tu montes tout le temps la même affaire en 2 et long, 3 et long, après ça, pour arrêter la course, tu fais tout le temps exactement la même affaire. Comme en général, dans nos ligues, on affronte quand même des bons coachs. Là. Ce ne sera pas trop long qu'ils vont voir, ils vont savoir c'est quoi tu fais, puis ils vont être capables de l'exploiter, là, puis de bien l'exploiter, puis ça va te faire mal. On parle dans le distance, mais je pense que le scout, il va encore plus loin que ça, surtout dans du 4 down, parce que c'est quoi les situations que tu vas enlever en 4 essais? Un first and 10, c'est quoi un first and 10? Pour certains aussi, ça va être un open down. Là. En 4 essais, il y a des aussi qui que le first and 10, pour eux, c'est un gift. Là. Ils disent, regarde, je peux faire n'importe quoi en first and 10. Parfait, super. Après ça, on va parler du deuxième essai. Mais le deuxième essai, 10. Si tu es une équipe qui est super agressive en 4 essais, mais ton deuxième essai est 10, il reste un open down aussi pareil. T'sais. Après ça, troisième essai, tu as des équipes qui sont tellement confiantes au niveau de leur run game. Je pense à Lennoxville. Je veux dire, c'est pas compliqué de courir le ballon en troisième et 6.
Tu étais avec Matt Dumilon la semaine passée. Matt Dumilon, mon premier troisième et long que j'ai eu contre CVM l'année passée, il y a 2 ans, c'était un inside zone. Parce qu'il y a un cheval pour le courir, l'inside zone, puis il y a la O-line pour le courir, l'inside zone. Fait que ton 3e et 8, ben oui, j'ai vu d'abord. Je me suis dit, ben regarde, je vais essayer de fight fire with fire. Il y avait un super bon carrière. Tu drop 9, tu fais passer un inside zone en 3e et 7. Fait que je pense honnêtement que le football à 3 essais est beaucoup plus axé sur un scout de down and distance qu'un football à 4 essais. À part la situation de 3e et long, puis là, encore là, un 3e et long, c'est quoi? C'est-tu en haut de 7? C'est-tu en haut de 8? C'est-tu en haut de 10? C'est tough. C'est tough. Je pense que faut vraiment plus que tu travailles sur les athlètes. Il faut vraiment plus que tu travailles sur où est-ce que tu es placé sur le terrain que la situation des sticks. Je pense qu'il faut être au courant des sticks. Qu'un 2e essai 1 puis un 3e essai 12, c'est complètement différent. Mais il faut que les gars qui sont sur le terrain comprennent aussi que ça peut être un open down dans bien des situations. C'est ça qui est tough en 4 essais. Puis, tu sais, c'est beaucoup ça. Pareil, je suis bien d'accord avec JP, là. Parce que, tu sais, ton 3 et 6, c'est pas tant la distance qui est à faire qui est importante qu'à qui va lancer le ballon dans cette situation-là. Puis, c'est-tu à ce moment-là en particulier que tu veux l'éliminer en le doublant, en créant quelque chose autour de lui? Puis, c'est là que ça devient... C'est là que ça devient vraiment important. Puis, tu sais, après ça, c'est éliminer course-passe. Est-ce que c'est une équipe qui, en 3 et 6, vont courir ou vont passer? Puis, tu sais, s'ils sont 50-50, c'est trouver un moyen peut-être d'éliminer leur meilleure course, mais d'éliminer aussi, de doubler peut-être à ce moment-là leur meilleur receveur. Là. C'est sûr que j'ai une perspective de la game à 3 downs. C'est vraiment différent. Là. Comme tu me remettrais demain matin à caller du 2e et je reviens dans le système à 4 down, caller le second down. Je sais pas quoi faire en second down, je sais quoi faire en first down, pas en second. Là, fait que moi, je pense que c'est de qu'est-ce que je me rappelle être DC dans le 4 down, c'est si on a un down and distance, mettons, à gagner, ben ça serait le first down. Parce que souvent, longtemps, je me suis dit, il faut qu'on gagne le third down. La bataille, c'est le third down, on veut sortir. Mais mets-toi en position le mieux que tu es pour que ton third down soit facile. Ou que tu aies plus de données. Fait que je sais qu'à un moment donné, j'avais un changement de philosophie où que we gotta win the first down. C'était vraiment ça pour commencer. Puis par la suite, tu descends avec tes règles, tes calls et ainsi de suite. Mais c'est un peu comme les coachs ont dit. Coach Mesba, justement, il disait, essayer de savoir le plus avant que le jeu parte, qu'est-ce qu'on peut savoir. Et qu'on descend les pourcentages, ils ont tout leur playbook. Oui, comme Coach JP a dit des fois, le playbook, il reste, il ne descend pas en fourneau, il reste droit parce que c'est des open down. Mais c'est qu'est-ce qu'on peut savoir de l'offensive qu'ils peuvent faire. Si tu sais que leur playbook est réduit à 20%, mais le gars découvrir c'est quoi leur 20% plus facilement que si il est à 80% comme en 3e et 6. 3e et 6 midfield, là, oh my God. Ils ont quasiment 2 downs pour faire 6 verges. Fait que là, c'est ça qui est plus rough un peu, mais comme le JP a dit, je pense que c'est le field positioning aussi qui est très important. Puis comme Coach Mesba l'a dit, c'est ça. Qu'est-ce que nos bords font pour essayer de tenir dans une position? C'est ça. Donc, messieurs, on est rendu au dernier sujet de la journée. C'est quelque chose que vous avez tous touché individuellement un petit peu plus tôt. C'est l'importance de marier sa couverture avec la pression qu'on veut amener. Puis je pense que c'est quelque chose qui peut être sous-estimé à un certain point, surtout chez les niveaux les plus bas. Donc, j'aimerais ça que vous me parlez un petit peu de vous. Je pense qu'il y a la pensée de est-ce que tu veux que ton carrière lance dans la pression? Est-ce que tu veux que ton carrière lance à l'opposé de la pression, offensivement parlant? Vous, comment est-ce que vous voyez ça? Puis comment est-ce que vous gérez vos couvertures selon la pression que vous apportez? Je vais te laisser la parole en premier, Coach JP. C'est la chose la plus importante. En fait, la réalité, c'est que le ready list que je donne aux gars le jeudi, exemple, pour nos jeux, c'est tous nos coverages sont en fonction du man pressure. Puis mon calling sheet est en fonction de ça aussi. Mon 4-man pressure, je ne peux pas rouler n'importe quel coverage en 4-man pressure que je le ferais en 3 ou en 6-man pressure. Je sais qu'il y a des équipes, là, je vais reparler encore de l'Université de Montréal, des Carabins, parce que j'ai étudié beaucoup cet hiver. Une couverture 4 qui soit en 4, 5, 6-man pressure, ils vont être capables de le rouler. Et ils vont littéralement
ils vont se lancer là-dedans parce qu'ils disent que leur règle de couverture 4, I guess, ben, c'est là-dedans qu'ils sont super à l'aise. Puis que quand ils envoient à la maison, tu n'as pas nécessairement besoin d'être en couverture 0. Parce que, ben, moi, je suis un peu, j'ai le poil qui retrousse quand je vois ça. Des fois, ce film, je suis comme, hey, my God, comme tu réussis quand même à rouler une couverture 4 qui, à mon avis, il faut que tu droppes probablement plus à 8 et à 9 pour avoir une bonne couverture 4, mais eux sont capables de le faire en fonction de leurs règles. Et je Moi, pense c'est vraiment il y a beaucoup, le côté athlète rentre en ligne de compte là-dedans. Ouais. Tu sais, quand tu as un niveau athlétique supérieur à la moyenne, je pense que c'est des choses que tu peux faire, que tu peux peut-être pas faire si tu es un petit peu moins athlétique à ce niveau-là. Big time. Fait que non, c'est ça. Fait que moi, gros believer, puis même là, à cette heure, je l'enseigne comme ça aux gars. T'sais, les gars, quand on va rentrer un coverage, on va leur dire, bon, ben les gars, ce coverage-là, exemple, cover 2, ben, c'est un coverage qu'on va rouler en 3, en 4, en 5-man pressure. On ne roulera jamais en 6-man pressure. OK, ben match fire, ben notre match fire, les boys, ben, c'est un coverage qu'on va jouer seulement en 4-man pressure. On ne roulera jamais en 3-man pressure. Fait que comme ça, tu viens en sorte que les gars comprennent un peu plus c'est quoi qu'est-ce qu'on veut faire avec ça. Où est-ce que tu es vulnérable, comme je disais tantôt, ou est-ce que tu es fort pour le faire. Puis je pense que ça fait en sorte que pour l'apprentissage et le bagage des gars de savoir pourquoi, dans quel coverage, dans quel man pressure on va rouler tel coverage, je pense que ça va aider les kids à comprendre leur rôle dans leur couverture de passe. J'ai été sur un staff, faire du pouce un peu, JP, ce que tu dis. J'ai déjà été sur un staff où si mettons, c'était collé une couverture à 4, le nom de la couverture avait 4 lettres, c'était 4-man pressure. Puis le nom de la couverture avait 5 lettres, c'était 5-man pressure. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant quand j'ai commencé à travailler avec ça. Puis c'est comme tu dis, le niveau langage tout le temps. Mais je pense que c'est qu'est-ce que tu veux faire avec ta pression, là? Est-ce que tu veux faire sortir le QB de la pocket? Est-ce que tu veux le faire rentrer? Si tu vois qu'il n'est pas capable de lancer on the run, tu veux apporter vraiment quelque chose de l'extérieur pour le faire courir. C'est de lancer cross his body. C'est facile autant que c'est facile d'essayer de dicter une game en apportant beaucoup de pression en tant que défensive, autant que c'est facile de se faire pogner backdoor tout le temps. Fait que je pense que la clé, c'est vraiment de bien mixer ça, de bien d'apporter. Il y en a qui. Moi, je sais que je suis un petit peu moins. Faut que je me meilleure là-dedans en tant que DC de tout le temps essayer d'amener un petit peu plus. Il y en a qui en amènent trop. C'est de trouver le bon edge selon tes gars aussi. Puis de teacher. Aussi de teacher les techniques. Là, je trouve que des fois, il n'est pas assez fait dans les systèmes où on colle un blitz, mais on ne monte pas au D-line des fois de juste if you're blocked, stay blocked ou certaines règles là-dedans que il faut peut-être plus enseigner aussi. Mais c'est pas ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux donner? Ou ce que tu veux carrer? En se posant ces questions-là, tu vas être capable de trouver des bons. Arrimer ça avec ton coverage beaucoup. Moi, ce qui est important aussi beaucoup avec les pressions, c'est de déterminer quelle pression est une pression de course, quelle pression est une pression de passe. Puis tu sais, c'est là que des fois, il y a des gens qui sont peut-être pas capables de différencier les deux. Puis tu sais, si tu fais une pression de passe en situation de course, tu te fais courir, mais ça se peut qu'il y ait des lanes qui ouvrent un peu plus pour différentes raisons. Puis, fait que c'est ça. Fait que c'est ça qui est vraiment important. Puis après ça, c'est comme JP disait, là, c'est tout le temps de s'assurer que dans ta pression, tu as la bonne couverture qui est derrière. Mais je pense qu'une des clés, là, c'est vraiment de différencier qu'est-ce qui est pression de course et qu'est-ce qui est pression de passe. Puis pour aider les jeunes, comme coach Dubé, là, son truc, c'est super des mots à 4 lettres, à 5 lettres, mais c'est t'assurer que ton cover tree, si c'est une pression à 4, à 5, à 6, il ne s'appelle pas la même chose. Ça aide les jeunes vraiment à différencier c'est quoi. Ils vont comprendre que c'est la même chose, mais de toute façon, en bout de ligne aussi, dans un cover tree pression à 4 et à 5, il n'y a pas de role player. Là. Tu perds ton role player, il faut qu'ils comprennent ça aussi. Ça fait que le nom va les aider à faire la différenciation entre les deux. Là. Il faut faire du pas sur ce que coach Mesba vient de dire, c'est vraiment important. Dans le fond, quand tu teach au kid, c'est où ton aide? Puis là, si tu te rends compte que tu rentres à 5 ou à 6, OK, tu as peut-être encore de l'aide inside, mais elle va venir bien plus tard, ton aide inside, que si on est à 4 ou à 3, là, tu sais. C'est vraiment poser la question, où ton aide, où est-ce que tu as? Ah, OK, là, j'en ai pas. C'est pour ça que c'est le même type de couverture, mais on l'appelle pas pareil parce que tu n'as pas d'aide inside ou tu n'as pas d'aide outside. Exact. Messieurs, merci.
Je vais finir. J'ai une question pour vous que je veux finir. J'ai posé la même question au gars offensif. Là. Je vais finir tous mes segments là-dessus, mais je ne vous envoie pas la question en avance parce que je ne veux pas que vous ayez le temps de vous préparer. Là. C'est vraiment une question pour vous prendre par surprise. Donc, on va commencer avec toi, coach Marco, puis les trois, vous allez pouvoir tour à tour répondre à la même question. Vous êtes évidemment en défensif là, parce que vous êtes des coachs défensifs. Votre équipe mène par 2 points. L'adversaire est à votre ligne de 30. OK, c'est 4e essai et 6 verges. Il leur reste un temps d'arrêt. Donc, ils peuvent lancer le ballon dans le milieu du terrain, prendre un temps d'arrêt, il n'y a pas de problème. Puis, ils doivent aller chercher le premier essai pour ensuite réussir tenter le botté de field goal pour gagner le match. C'est quoi que tu vas caller? Non, c'est pas vrai. C'est une vieille joke entre moi et Joe, mais je vais y aller. Moi, j'irais. J'ai pas de jeu exactement comme que là en ce moment, mais j'irais avec un decoy de ce que je fais d'habitude. Fait que si, mettons, je roule tout le temps mettons son 5R, puis je roule tout le temps mon match où je lock le receveur field side. Ben, je vais essayer de donner le même look que ça, mais d'y arriver avec quelque chose de complètement différent. Mettons, je donne un exemple, cover 4. Ils sont comme, hey, il n'a jamais collé ça dans cette situation-là, puis je vais aller comme ça. Fait que ça serait d'y aller de qu'est-ce que tu fais normalement pour penser que tu es avec le même stock que les autres pensent que tu vas rouler, puis tu vas apporter une curveball. Fait que ça serait une de mes pensées. Mais tu sais, cette année, si je prends l'exemple de l'Université d'Ottawa, je parle de 2019, il y a une game qu'on a joué contre Trey Ford. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le petit tape de ce QB-là qui est à Waterloo, c'est le Lamar Jackson ou un Pat Mahomes dans OUA. Il fait vraiment plus le beau temps. Puis on avait tellement peur qu'il sorte de la pocket qu'on n'a pas mis de pression partout. Quand on met de la pression, 60-65% des snaps. À un moment donné, c'est quand tu retournes à ton DNA. T'sais, on a commencé à mettre de la pression trop tard dans le game, puis là, on a commencé à les arrêter, mais too little, too late. C'est ça. Moi, c'est ça que je ferais, d'essayer de donner le même look que ce que je fais d'habitude, puis d'y aller avec une curveball. Mais en même temps, reste dans ton DNA. Si c'est ça qui t'a sauvé toute l'année, c'est ça qui va te sauver là. Coach Nick? Moi, honnêtement, c'est une situation, je pense que tu veux quand même être capable de leur mettre de la pression, mais probablement être capable de couvrir aussi. Ça fait que je te dirais, j'aurais tendance à mettre de la pression avec des stunts, mais rester en pression à 4. Tu veux couvrir le mieux possible. Donc, j'irais probablement avec du match, là, une forme de match quelconque là, qui me permettrait d'être capable de peut-être doubler le meilleur receveur dans cette situation-là. Là. Mais encore une fois, puis coach Dubé l'a dit, je pense qu'il faut quand même que c'est une situation que tu ne peux pas tomber en victory. Là. Ça fait que tu veux quand même être capable de leur mettre de la pression, mais il faut être conscient que tu es capable de courir. Fait que j'irais probablement avec un stun quelconque là, qui me permettrait de mettre de la pression, mais puis j'irais pas une couverture. Match pour moi dans cette situation-là, c'est bon parce que tu vas courir avec des gars, là, justement. Ça fait que je pense que c'est quand même important, puis tu ne veux pas être en cover one non plus. Là. Coach JP? En fait, je vais te demander, t'es-tu en 5R ou en 2 backs? Parce que ça va changer ma vision des choses. On va dire pour le bien de la cause, vu que c'est 4e et 7, là, puis ils sont obligés de lancer le ballon, ils sont en 5R. T'aurais dû dire un petit. Parce qu'il y a des équipes que, justement, en 4 et 7, parce qu'ils ne veulent pas, justement, se faire sortir d'un range ou whatever, puis qu'ils veulent être sûrs, certains qui ont le temps de lancer le ballon, ils vont être en 2 backs, puis est-ce que je m'attends à une protection à 7 de l'autre côté? Si oui, mon corps n'est pas en tout pareil. On va dire qu'il protège à 6 pour... That's it. Fait que, on parle de protéger à 6. Probablement, je vais avoir un game ou un blitz du côté de ce que je pense qui va être le man pro. Fait qu'il va avoir soit un twist ou un overload de ce côté-là. C'est sûr et certain. Puis je ne serai pas sur les talons. J'aurais pas peur de... J'aurais pas peur de mettre la pression sur le carrière de l'autre côté versus de mettre la pression sur nos joueurs à nous. T'sais. Fait que je le verrais plus dans ce sens-là. Là. Fait que j'irais probablement avec un 5-man pressure, avec un 4 of a side du côté tailback pre-snap s'il est déclaré. Puis autour de ça, probablement que je serai en zone pour essayer de garder le jeu le plus possible en avant de moi que de sortir de match. Ouais. Ça serait ma réponse. Merci, messieurs. Vous avez tous gagné la game. Félicitations. Yes. Nous, on a gagné. Donc, messieurs, c'est tout pour le 2e épisode de Derrière le Playbook. On a parlé de couverture défensive. Aujourd'hui, ça a été
un honneur d'échanger avec vous, puis surtout un plaisir. Merci d'avoir pris de votre temps en ce dimanche pour venir parler football avec moi. Puis bonne écoute à tous les auditeurs, puis on se revoit bientôt. Merci les boys. Hey, merci à toi, c'est super cool.